Je crois qu'on a l'obligation, et je trouve ça extrêmement sain, quand on fait de la musique de jeux vidéo, d'aller assister au playtest, c'est-à-dire des endroits où, pendant que le jeu est en fabrication, on pose des casques sur des joueurs test pour qu'ils testent le jeu. Et la première fois que j'ai assisté au playtest de Beyond Good and Evil, un testeur a posé le casque. Et pour moi, c'était un signe d'échec cuisant. Ça veut dire que l'action du jeu était difficile à mener et ma musique était trop angoissante. Donc on le punissait deux fois, ce joueur. On le punissait une première fois parce que la scène était difficile à jouer, mais la deuxième parce que la musique était difficile à entendre et à entendre et à entendre. Voilà. Il y a des petites choses, le fait de travailler avec Michel Ancel, par exemple, de se dire, tiens, je vais refaire des intros différentes quand le joueur est en situation d'échec. Chaque fois qu'il reprend, il vient de rater, il vient de se faire pulvériser par un monstre hideux. On change l'intro. Et on a l'impression que la musique est sensiblement différente parce qu'on essaye de dire au joueur, attends, tu n'y es pas arrivé, essaye encore. Tu n'y es pas arrivé, mais c'est pas grave. On te gratifie de quelque chose. Regarde, on t'a changé l'introduction de la musique. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un joueur qui va subir, entre guillemets, toujours la même musique alors qu'il est en situation d'échec. Voilà, ce sont des petites choses on réfléchit avec Michel Ancel à ces petites choses qui peuvent faire que la musique n'a pas ce sentiment de répétition. Historiquement, je ne sais pas quel est le premier compositeur qui a travaillé sur cette relation à l'interactivité brute, mais c'est vrai que quand je parle d'outils, quand j'ai travaillé sur Beyond Good and Evil, j'ai remplacé les pas du personnage de Sally, qui devenait Jade après, par du piano. Et j'avais fabriqué une musique qui était, on pourrait appeler ça comme une sorte de fond, et c'est elle. Donc c'est donc le joueur qui, en se déplaçant, fabriquait la musique. Parce qu'il y avait un piano chaotique, mais il était faussement chaotique. Et le personnage faisait la musique en même temps qu'il se déplaçait. Et voilà, j'aime avoir des outils à ma disposition, comme ça, puisqu'on ne peut pas l'avoir dans le cinéma. La musique de Tintin et le secret de la licorne, c'est d'abord une aventure d'équipe. Parce que Ubisoft m'a permis d'intégrer l'accord team de Tintin. Donc ça veut dire qu'on était en réunion au moins une fois par semaine, en réunion de travail sur la conception du jeu. Qu'est-ce qu'on va favoriser, qui on a envie d'éclairer. Moi musicalement, franchement et entre nous, bien évidemment, le Capitaine Haddock. Parce que Tintin, c'est un jeune con qui sort de l'école de journalisme, et il a tout en blanc et tout en noir, et par contre, le Capitaine Haddock, il est tout gris. Et moi, j'aime bien les gens qui sont fêlés, parce que musicalement, c'est des endroits où moi, je peux m'accrocher. Donc, bien évidemment, je connaissais le compositeur, le nom du compositeur, qui était John Williams, qui a l'habitude de travailler avec Steven Spielberg. J'ai écouté peut-être assez tôt quand même, alors on ne peut pas appeler ça des maquettes puisque c'était déjà de la musique définitive. Donc John Williams avait composé très en amont d'abord la thématique, plus des thèmes pour le film, mais bien évidemment, j'avais interdiction totale de me référer à cette musique-là. N'empêche que je savais que John Williams aimait beaucoup Korngold.
Alors je me suis, j'ai regardé, j'ai revu des films comme Seahawks, Captain Blood et tout ça, et avec Errol Flynn. Et j'ai fait toute ma direction artistique, puisque j'étais directeur artistique audio sur le jeu, j'ai fait toute ma direction artistique sur le fait que la référence musicale du trisaïeul, c'est-à-dire le Sir François, le chevalier François de Haddock, Sir Francis en anglais, ces batailles sur le bateau avaient un rapport avec cette musique-là. C'est-à-dire, on a enregistré un orchestre, on a enlevé tout ce qui pouvait être technique pour protéger les trompettes. Non, je voulais que les trompettes aillent dans le micro des cordes, comme à l'époque hollywoodienne. Presque on a fabriqué un son mono, parce que je voulais que les batailles sur le bateau sonnent comme les vieux films noirs et blancs de nos parents, de nos grands-parents. Et cette direction artistique a pas mal plu, puisque Spielberg l'a récupérée pour écrire un petit mot sur le disque de John Williams. Donc ça me faisait plaisir d'avoir touché quelque chose de juste dans la relation de la musique avec l'image. Comment on peut fabriquer le passé avec de la musique. Et la musique, elle peut faire ça.